Bonjour à tous, on est en live. C'est parti pour la dernière conférence de la journée, pour les 24 heures RH de Parlons RH autour des soft skills. Donc, j'ai la lourde responsabilité de conclure cette journée avec un thème qu'on a voulu un petit peu décaler, immense chance ou dictature souriante quand on parle des soft skills. Je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez. J'en prendrai certaines au fil de l'eau, d'autres je les garderai peut-être pour la fin. On est ensemble pour 45 minutes on va un peu passer en revue pas mal de choses sur les soft skills, mais ce qui va nous intéresser pour cette dernière conférence, c'est de prendre un petit peu de hauteur sur le sujet, comprendre ce que sont les soft skills surtout ce qu'elles ne sont pas, parce que on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup de choses, mais c'est intéressant peut-être de voir ce qui est en train d'arriver dans le monde scientifique autour de ce sujet assez précis. Donc, bonjour à tous, on est parti. Alors tout d'abord, on va commencer un peu par les généralités qu'on commence à entendre partout. On parle pourquoi est-ce qu'il faut les soft skills, pourquoi c'est important. On nous dit il y a du digital partout. C'est vrai, il y a du digital partout, ça change pas mal de choses et en fait, ça amplifie surtout notre capacité à adresser nos besoins. Un truc tout bête, et là c'est bien avant le digital, mais on n'a pas besoin d'aller à la rivière chercher de l'eau. On a un robinet pour ça. Bah, grâce au digital, en fait, on peut avoir accès à peu près à n'importe quoi, soit parce qu'une machine le fait à notre place, soit parce qu'on peut se mettre en relation avec quelqu'un qui va faire des choses à notre place. Et donc, petit à petit, pas mal de temps de cerveau est libéré. Et donc, en fait, notre temps de cerveau, il doit servir à autre chose. La valeur, elle se crée différemment. Et là, bien sûr, on ne parle pas que des gros acteurs digitaux comme Amazon où on peut commander n'importe quoi, Google où on peut chercher ensuite. On parle vraiment de toute une économie qui est en train de se mettre en place depuis les années 70 et qui aujourd'hui commence vraiment à peser sur le marché du travail. Donc, on nous dit que le monde change. Là, vous voyez cette image très industrielle, ça nous paraît vraiment très très loin. Bah, c'est pas si loin pourtant. Ça, c'est une photo des années 70. Quand on regarde la demande en compétences, on remarque en fait que cette demande en compétences, elle évolue depuis les années 70. Et le sujet des soft skills, il est bien autour de ça. Volontairement, vous remarquerez que pour l'instant, je ne définis pas trop les soft skills. Je fais comme si on savait tous ce que c'était. C'est parce que précisément, on introduit un peu le sujet là. En fait, quand on travaille, on a deux types de compétences. On a les compétences qu'on va appeler routinières et les compétences qu'on va appeler non routinières. C'est pas très compliqué. Les compétences routinières, c'est des compétences qu'on utilise toujours de la même manière pour faire toujours la même chose. L'exemple ultra typique de compétences routinières, c'est prendre un tournevis et visser un boulon. Et ben, ça, très concrètement, c'est une compétence routinière. Il n'y a pas besoin de s'adapter dans des proportions incroyables chaque fois qu'on doit visser un boulon. On visse et c'est fini. Et ce type de compétence routinière, il a diminué depuis 20% depuis les années 70. Alors, 20%, c'est énorme parce qu'en fait, les compétences routinières, c'est la compétence par excellence au XXe siècle. Le XXe siècle, l'ère industrielle, c'est l'ère à laquelle on a demandé aux gens d'apprendre à faire quelque chose et de le faire toute leur vie. Donc, c'est vraiment le siècle des compétences routinières. Et à côté de ça, on a des compétences non routinières. Donc les compétences non routinières, c'est des compétences qu'on n'utilise jamais vraiment de la même manière parce qu'à chaque fois, elles dépendent du contexte. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'elles dépendent du contexte? Si par exemple je dois gérer une crise, je peux avoir des techniques de gestion de crise, tout ça, mais je dois vraiment adapter tout ce que je fais au contexte donné si je veux que ça fonctionne. Si j'adapte une recette toute faite à tous les coups, il y a de fortes chances que dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Et donc, les compétences non routinières, elles vont dépendre de notre capacité à comprendre ce qui se passe et à trouver la bonne solution en fonction. Et ça, cette demande, elle a augmenté de plus de 40% depuis les années 70. Donc, c'est intéressant de voir quand même que la demande en compétences routinières, non routinières, a très très fortement augmenté, mais la compétence en demande routinière a baissé, mais pas dans la même mesure. On voit bien cette transformation de l'économie qui est en train d'arriver. Et ça, c'est le digital qui provoque ce changement en demande sur le marché. On fait faire aux machines, aux automates, pas mal de choses. La mise en réseau grâce aux machines permet de sous-traiter aussi
pas mal de choses et on n'a plus besoin des mêmes personnes pour faire les mêmes choses au même moment. On arrive donc sur ce sujet, ok, est-ce qu'on pourrait se dire, par exemple, que les compétences routinières, c'est les compétences techniques, les hard skills, et les compétences non routinières, c'est les soft skills? Bah, pas vraiment. C'est pas aussi simple que ça. Parce que, en fait, dans compétences routinières, compétences non routinières, là, on est dans deux grandes catégories, mais on pourrait raffiner un peu le truc en se disant, bah, dans les compétences routinières, il y a les compétences manuelles et les compétences intellectuelles. Par exemple, si vous devez compter 10 plus 10, bah, ça fera toujours 20. Donc, le fait de savoir compter est une compétence routinière, par exemple. Et c'est intellectuel, c'est pas manuel. Pareil pour les compétences non routinières, on va en avoir qui sont plutôt manuelles. Un orfèvre, un artisan, il a une grande technique, mais il a aussi une capacité à tenir compte du contexte qui est assez exceptionnel, et ça va être non routinier. Donc la notion de hard skills, soft skills, routinier, non routinier, elle n'est pas si simple que ça. Et ça, c'est notamment parce qu'en fait, on vit dans une société où on nous a un peu appris que on pouvait soit développer des hard skills, soit des soft skills, mais qu'en gros, les deux s'opposaient un petit peu. Et il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. Il faut savoir qu'une hard skills comporte nécessairement des soft skills. Et là, on va rentrer un petit peu dans ce que ça veut dire. Quand on prend la notion de compétence, et là, je ne vais pas entrer trop dans le détail de la littérature, on prend la notion de compétence rien qu'en français, hein, si on prend son équivalent skill en anglais, qui n'est pas d'ailleurs toujours le meilleur synonyme, mais on a 700 définitions différentes dans la littérature scientifique pour la notion de compétence. Et sur ces 700 définitions, bah, il n'y en a pas de fausses. Elles sont toutes vraies, mais c'est juste qu'elles ne veulent pas tout à fait dire la même chose. Et donc, quand on regarde grosso modo une compétence, de quoi elle va être composée? Bah, elle va être composée de connaissances, elle va être composée de capacité à réfléchir, de cognition, et elle va être composée de capacité à interagir, des comportements. Et donc, si on prend là sur le schéma, par exemple, ces trois grandes familles, c'est assez, j'ai envie de dire caricatural, mais ça permet de comprendre l'esprit. On a le know, le think, le interact. Et en fait, on voit bien que les soft skills, notre capacité à nous adapter, elle va dépendre de notre capacité à réfléchir et interagir. Donc, réfléchir, vous connaissez un peu tout ce qui va être esprit critique, pensée systémique, ces choses-là. Interagir, c'est être notre capacité à communiquer, à collaborer, à rentrer en empathie dans un objectif donné. Tout ça, c'est les soft skills. OK, être capable de s'adapter à une situation. Mais d'un autre côté, on a la connaissance et l'application de cette connaissance qui va permettre de développer les hard skills. Mais il n'y a pas de hard skills sans soft skills, parce que quelle que soit la situation que vous vivez, c'est un contexte. Et peut-être que ces contextes, ils se répètent souvent, mais ils sont là. Et donc, en fait, dans une hard skills, il va y avoir des soft skills. Donc là, c'est un sujet en fait qu'on a un petit peu du mal à comprendre sur le marché. Ça commence. Mais par exemple, je vous mets toute cette liste de compétences. Vous voyez, data analyst, enseignement, marketing, data science, sales, communication. Bah, un exemple simple, c'est de là-dedans, qu'est-ce qui relève des soft skills, qu'est-ce qui relève des hard skills. On va faire un petit sondage pour pouvoir jouer, que vous puissiez jouer au jeu. J'ouvre un vote. Je vous invite à aller dans la partie sondage. Vous allez voir, je vous mets une petite liste de compétences. D'ailleurs, ce n'est pas forcément toujours des compétences. Et en fait, l'une d'entre elles n'est pas une soft skill. Est-ce que vous pouvez trouver laquelle? Je vous laisse une minute, c'est parti. Alors, les résultats du sondage sont publiés. Vous devez pouvoir les voir normalement.
Alors, la question, c'était l'une de ces réponses n'est pas une soft skill, pouvez-vous trouver laquelle? Et donc, on avait créativité, écoute active, pensée systémique, intelligence émotionnelle, auto-organisation. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais parmi tout ce qui est cité, celle qui n'est pas une soft skill, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est un lieu commun qu'on retrouve extrêmement souvent, de penser que l'intelligence émotionnelle est une compétence. L'intelligence n'est pas une compétence. L'intelligence, c'est un concept, un construit, derrière lequel on peut mettre beaucoup de choses et on peut notamment, par exemple, ranger des compétences, mais l'intelligence émotionnelle n'est pas une compétence. Et c'est tout le problème derrière les soft skills, c'est qu'on n'a pas de référentiel, on n'a pas de liste autour de laquelle on peut tous être d'accord. Du coup, chacun se fait un petit peu ses vérités et on a tendance à y ranger des grands concepts issus de la littérature, comme l'intelligence émotionnelle de Goldman, par exemple, en pensant que c'est une compétence, alors que non. L'auto-organisation, c'est une compétence, la capacité à s'auto-organiser. La pensée systémique est une compétence. D'ailleurs, la pensée systémique est une des soft skills les plus sous-évaluées et sous-estimées, c'est-à-dire que quand on demande à des gens de nous citer 10, 20 soft skills, la pensée systémique ne ressort quasiment jamais, alors que ça devient l'une des soft skills les plus critiques à notre époque. Donc, l'écoute active, la créativité dans le sens de processus créatif est une compétence. L'écoute active également, c'est une métacapacité qu'on peut intégrer en tant que compétence, en tant que soft skill. Donc, il y a beaucoup de... Il y a, voilà, la raison pour laquelle, en fait, c'est très dur de se positionner, c'est qu'il n'y a pas de grande vérité dans la littérature. Il faut creuser très, très profond pour faire la différence entre ce qui va être une soft skill ou ce qui ne va pas vraiment en être. Donc là, vous voyez je reviens sur la présentation. Sur la présentation, on était un petit peu entre des hard skills et des soft skills. A priori, c'est un peu plus facile de faire la différence entre, par exemple, data analyst et communication. Mais par exemple, si je vous dis anglais, est-ce que c'est vraiment une hard skills? Eh ben, il y a un vrai sujet autour de ça. Parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que hard skills ou soft skills. Euh, Là, bien sûr, le point, en fait, c'est pour casser un peu ce sujet, est-ce qu'il vaut mieux développer les hard skills ou les soft skills? Je reprends le schéma précédent. Euh, si vous développez de manière assez extensive vos soft skills, il est beaucoup plus facile derrière de développer des hard skills parce que vous avez acquis une capacité à réfléchir, à interagir et plus globalement une capacité d'apprendre à apprendre. Et ça ouvre la porte à une capacité à acquérir de la connaissance et à la mettre en pratique beaucoup plus importante. L'acquisition poussée de soft skills permet une acquisition a priori accélérée de hard skills parce que dans les hard skills, il y a des soft skills. Donc, je reviendrai là-dessus si vous avez des questions. Alors, je vois Delphine qui dit Goldman définit des compétences d'intelligence émotionnelle. Tout à fait. Il définit des compétences, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est dans l'intelligence émotionnelle, il y a des compétences. L'intelligence émotionnelle n'est pas une compétence en elle-même. C'est un concept et en fait, il est très utilisé en tant que soft skill parce que c'est un concept qui en psychologie prend énormément de place. Il y a tout un univers autour de la notion d'intelligence émotionnelle, un concept qui a été approprié par énormément de professionnels du développement personnel et professionnel. Et en fait, c'est important aussi de ne pas se laisser manger par des concepts comme ça, parce que derrière, en fait, ça nous empêche un petit peu de voir ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment avec le sujet des compétences et notamment des soft skills, c'est qu'en fait, quand on parle par exemple de hard skills à proprement parler, de technicité ou de soft skills, capacité à réfléchir, interagir, on ne se situe pas dans la même zone du cerveau. Et c'est là, en fait, que le vrai sujet des compétences se situe. C'est d'un point de vue neuro. Donc, d'un point de vue neurologique, en fait, on va se situer à l'arrière du cerveau globalement quand on va parler de compétences dures qui vont notamment être liées à de la connaissance, de la mémoire, des réflexes acquis. À partir du moment où, en gros, c'est un peu programmé à l'avance, ça va se situer dans la zone que vous voyez qu'on appelle le cortex pariétal. Donc là, on ne va pas rentrer en profondeur dans un cours d'anatomie cérébrale. Pour faire très simple, la zone éclairée que vous voyez, elle n'est pas plus épaisse que 2 millimètres à la surface du cerveau. Ce n'est pas une espèce de part de gâteau dans le cerveau. C'est une couche d'à peu près 2 millimètres à cet endroit-là, qui fait partie de ce qu'on appelle le néocortex, qui est un voile d'à peu près 2 millimètres qui recouvre tout le cerveau.
et qui est la zone du cerveau qui nous permet d'avoir tous les comportements sophistiqués qui nous distinguent de beaucoup d'animaux. Donc, dans ce néocortex, on a ce cortex pariétal, donc 2 millimètres d'épaisseur, cette petite couche, et c'est là, par exemple, qu'on va retrouver la mémoire. Euh, Quand on est en présentiel, il y a un jeu que j'aime bien faire, c'est par exemple, si je vous dis à tous 1515, qu'est-ce que ça vous évoque? On peut le faire un peu dans le chat. Allez-y, 1515. On va voir qui est le plus rapide. Ah, j'ai rien, je vois rien s'afficher. Ah, merci Ferrat. Merci Ferrat. 1515, Marignan, effectivement. Et c'est des choses qu'on apprend à l'école, 1515, Marignan. Et ça, en fait, on le sait, c'est des réflexes. C'est des choses qui sont stockées dans notre mémoire. Et on ne sait pas forcément comme notre adresse, comme notre âge, des choses comme ça. C'est là. Mais si, par exemple, on se demande, OK, comment les enseignements de la bataille de Marignan peuvent nous permettre de mieux gérer la géopolitique actuelle avec la Turquie, bah, globalement, moi, je ne sais pas répondre et je ne connais pas beaucoup de gens qui seraient capables de répondre. Et s'ils savent, c'est parce qu'ils sont spécialisés sur le sujet. Autrement dit, on a une information stockée dans notre cerveau, mais cette information, on est capable de la restituer, un peu comme un disque dur qui stocke un truc et qui le ressort. On n'est pas vraiment capable de l'intégrer dans un raisonnement pour en faire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, en fait, on n'est vraiment que dans le cortex pariétal. Quand on prend une information et qu'on la transforme, qu'on va être capable de la gérer dans un contexte et d'en faire autre chose, on va arriver dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Vous vous rappelez, là c'est pareil, on n'est pas sur une part de gâteau, vraiment sur une petite couche à la surface du cerveau. Là, en fait, c'est le lobe frontal qui est montré. Le cortex préfrontal, il est même un peu plus court. C'est un peu ce qui va représenter le haut du front. C'est une zone toujours extrêmement fine. Et notre capacité à interagir avec notre environnement, donc à réfléchir en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, enfin, en fonction de ce que nos sens captent, et notre capacité à créer des actions, des interactions avec notre environnement, ça se passe à ce niveau-là. Donc ça se passe à ce niveau-là, dans le cerveau, à l'avant du cerveau. Et c'est là que les soft skills naissent, en tant que compétences. Euh, on parlait par exemple tout à l'heure d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle en elle-même, d'un point de vue neurologique, elle serait reliée aux lobes temporaux qui se situeraient plus au niveau des tempes, sur les côtés du cerveau. Et c'est une des informations qui va être envoyée à l'avant du cerveau quand on va devoir créer des compétences. Donc la notion des compétences qu'on utilise dans un contexte donné, donc cette notion de soft skills ou de hard skills qui ont une composante soft skill importante, ça va être plutôt à l'avant du cerveau. Donc ça, c'est des petits, c'est des petits, ça a l'air de petits détails, mais c'est très intéressant parce que quand on creuse encore plus, on se rend compte que bah, c'est pas les mêmes types de neurones, c'est pas la même manière de se développer, d'agir. On développe pas, par exemple, les neurones de cette partie-là, à l'arrière du cerveau, de la même manière qu'on développe les neurones à la partie avant. Donc, on comprend qu'on ne développe pas les soft skills de la même manière que les hard skills, notamment. Euh, là, c'était l'objectif, c'est de prendre un petit peu de recul sur ce sujet hard skills, soft skills. Mais si maintenant on doit rentrer encore un peu plus en profondeur sur le sujet des soft skills, il y a plein de référentiels qui existent dans le monde. On peut trouver jusqu'à plus de 1200 référentiels de soft skills. Encore une fois, il y en a aucun de totalement faux, il y en a aucun de totalement vrai. On peut tous se créer notre réalité sur les soft skills, c'est OK. C'est OK puisqu'il n'y a pas il y a pas de grandes règles. Donc, vous pouvez, vous, de votre côté, créer votre propre référentiel de soft skills et il y a de fortes chances que si vous suivez à peu près le concept dans la littérature des soft skills, vous ayez raison, quoi. Personne pourra vous le reprocher. Il commence à exister maintenant des grandes lignes sur le sujet des soft skills. Là, par exemple, je vous montre ce qu'on appelle les 4 C. Donc les 4 C, c'est quelque chose qui émerge depuis une vingtaine d'années. Les 4 compétences du 21e siècle, créativité, esprit critique, communication, collaboration. L'OCDE les positionne aujourd'hui comme les compétences clés à acquérir au 21e siècle. Donc, ouais, j'ai fait mon doctorat sur ce sujet-là pour étudier ces compétences-là. J'en suis un tout petit peu revenu depuis ces dernières années, notamment parce qu'en fait, en creusant chacune de ces compétences dans le détail du détail, on se rend compte que ce n'est pas toutes des compétences, en fait. C'est parfois, en fait, des familles de compétences à part entière. Là, la communication,
C'est presque une famille de compétences qui va regrouper notamment l'écoute active, la communication orale. Donc, il y a plusieurs choses dedans. Et c'est ce niveau logique qui est assez embêtant avec les soft skills. On ne sait jamais un peu où on se situe. Là, vous voyez un exemple, c'est que, par exemple, là, je l'appelle collaboration, mais que sur le dessin, à l'époque, je l'appelais coopération. Ah, c'est pareil, c'est avant de l'appeler collaboration, je l'appelais coopération. J'ai fini par comprendre que la coopération, en fait, ça va être un peu ça va être un peu le fait de participer à un projet pour l'intérêt de quelqu'un, mais pas forcément notre intérêt. Merci pour votre coopération. La collaboration, c'est on est dedans et on fait partie du projet. Et la victoire de l'équipe, c'est aussi notre victoire. Donc ça, c'est un peu le modèle des 4C avec lesquels j'ai travaillé pendant quelques années. Et je suis passé sur un autre modèle aujourd'hui, qui est le modèle que je vous montre là. Bon, il est tout de suite un peu plus, un peu plus conséquent, mais il permet vraiment de séparer beaucoup plus facilement les niveaux logiques dont je vous parlais tout à l'heure sur à quel niveau on positionne quoi. Là, si vous voulez quelque chose d'intéressant pour vous, pour travailler par exemple, vous pouvez regarder les 22. Vous pouvez regarder les 22, l'échelle des 22, l'écoute active, l'expression orale qui vont constituer la communication, l'autogestion, la contribution collective, la communication écrite qui vont constituer la collaboration, et ainsi de suite. Donc là, les termes, catégorie, soft skill, métacapacité, capacité de base, on peut les appeler comme on veut, il n'y a pas de vérité. Il y a pas de règles, il n'y a pas de référentiel. Je pourrais très bien les 22 les appeler soft skills et les 10 les appeler catégories, que ce serait la même. Donc, nous, on a décidé d'appeler les 10 soft skills pour proposer un modèle en 10 assez simple. Pour votre information, ce modèle-là que je vous montre, c'est celui qui est en cours de validation avec l'AFNOR pour devenir le référentiel français des soft skills. Ça fait un moment qu'on bosse dessus. On espère que d'ici l'été prochain, on aura réussi à le valider. Donc derrière, bien sûr, il y a des définitions, puis ensuite, on va travailler sur des modalités de développement, donc des modalités pédagogiques, des modalités d'évaluation. L'objectif, c'est vraiment de proposer au marché un cadre beaucoup plus clair sur ce sujet des compétences. Mais comme je vous l'ai dit, euh, il n'y a pas de vérité, donc vous avez toute liberté aussi de créer votre propre référentiel. Il y a des gens qui vont diront que c'est faux, des gens qui vous diront que c'est pas bien ou je sais pas quoi. Bah, en attendant, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas un modèle aujourd'hui qui vaut mieux qu'un autre. Il y en a deux, trois qui sont vraiment pas mal, hein. Si on creuse, par exemple, le modèle Lominger aux États-Unis, si on va regarder ce que fait l'ONET, le grand référentiel américain de compétences, c'est pareil, c'est des trucs qui sont hyper solides. Mais personne ne pourra vous reprocher de créer votre propre référentiel parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la France, il y a pas de vérité. Les soft skills qui sont cités, par exemple, dans le code ROM, qui est le répertoire opérationnel des métiers et des emplois de Pôle emploi et de la Direction générale du travail, bah, aujourd'hui, en fait, c'est des termes, mais il n'y a pas de liste structurée. C'est plus des termes qu'on va mettre comme ça qui correspondent à des comportements attendus. Donc globalement, si vous avez un peu envie de développer votre modèle de soft skill, il y a un boulevard. Donc maintenant, je vais vous donner un petit peu en avant-première ce que je vais vous présenter là. Je ne l'ai jamais présenté encore. Euh, c'est euh, c'est un peu ce que mes 10 ans de recherche sur le sujet des soft skills, en recherche professionnelle et recherche académique, m'ont amené à trouver. Et pour pouvoir vous le faire comprendre, je vais vous présenter un truc que j'avais appris à l'époque en géophysique. C'est l'échelle de Mohs. L'échelle de Mohs, c'est une échelle qui permet de ranger les minerais en fonction de leur dureté. Par exemple, le talc est beaucoup plus friable que le diamant. Le diamant, vous ne pouvez pas le rayer avec votre ongle. Le talc, vous pouvez le rayer avec votre ongle. Et donc, on les range dans une échelle qui va de 1 à 10. Et plus on est haut dans l'échelle, plus c'est dur de le rayer, en gros. Plus c'est dur d'atteindre son intégrité, d'altérer son intégrité. Cette échelle de Mohs, moi, elle m'intéresse beaucoup parce que je me suis mis à travailler sur l'équivalent d'une échelle de Mohs pour les compétences. De se dire, on va arrêter de dire ça c'est hard skills, ça c'est soft skills, parce que parfois c'est pas si évident que ça. Et on pourrait peut-être commencer à raisonner sur les compétences en termes d'échelle. On reprend par exemple ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur, dans une compétence,
il y a de la connaissance, il y a une capacité à réfléchir et il y a une capacité à interagir. On reprend ces trois grandes dimensions et on pourrait très bien ranger toutes les compétences qu'on connaît dans ce triangle pour créer un peu des familles. On pourrait les ranger dans une échelle tout pareil, hein, qui va de 1 à 10, ce qu'on veut. Et là où ça serait intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en ingénierie pédagogique, on sait très bien faire acquérir de la connaissance aux gens. C'est la formation telle qu'on sait la faire au XXe siècle. On peut encore l'optimiser, bien sûr, mais grosso modo, on sait apprendre des choses aux gens. Pour faire réfléchir, c'est pareil. Il y a des techniques pour faire réfléchir. Il y a des techniques qui sont très connues, par exemple, dans le coaching, pour améliorer les qualités comportementales, les qualités d'interaction et d'introspection. Là, par exemple, je reprends ce que disait Delphine tout à l'heure, sur ce sujet de comment on améliore toutes les qualités comportementales liées aux interactions, à la capacité d'introspection. Là, on est beaucoup sur les concepts liés à l'intelligence émotionnelle, par exemple. Et donc sur toutes les modalités de développement qui suivent derrière. Et donc, si on prend l'ensemble, en fait, on pourrait très bien se dire, ben, quand j'ai des compétences qui sont plus vers la droite du triangle, ben, c'est plutôt tel ensemble de méthodes qu'il faut pour les développer. Quand on est plutôt sur le haut, etc. Et ça pourrait nous donner des modalités pédagogiques par famille de compétences. Et donc, plutôt que de parler de comment on développe les soft skills ou comment on développe les hard skills, où c'est un non-sujet parce que c'est plus compliqué que ça, on pourrait commencer à regrouper ces compétences en fonction de à quel point elles sont composées de l'un ou de l'autre, et à partir de là, créer des méthodes. Par exemple, quand on veut développer de la connaissance, les techniques classiques, c'est écouter, écouter, lire, pratiquer, parler. C'est là les techniques classiques d'enseignement. Un enseignement avec un professeur, des MOOC, des choses comme ça. Enfin, aujourd'hui, tout ce qu'on fait pour retenir des choses. Après, on a la partie cognition. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'analyser, comment est-ce qu'on est capable d'anticiper? C'est les deux grandes dimensions de la cognition, c'est l'analyse, l'anticipation. Et donc là, ça va beaucoup passer par la stimulation intellectuelle, le fait d'être capable de mettre en mouvement ces idées, réfléchir, débattre, tester, comparer, faire des hypothèses et aller les tester sur le terrain. Et donc là, ça ressemble pas mal aux enseignements socratiques avec cette méthode dialectique où en fait, on va tout le temps être dans la discussion. On va pas s'arrêter sur une vérité, on va tout le temps chercher à la faire bouger. Et derrière, sur la partie comportement, on est pas mal là sur de l'interaction, de l'auto-évaluation, de la demande de feedback, des choses en 360. Donc là, on est sur un peu sur toutes les méthodes type peer sharing, codev, donc tout ce qui va permettre en fait de situer son identité par rapport à celle d'une autre personne ou d'un groupe, par exemple. Donc, quand on arrive à, à positionner une compétence en fonction de ces trois grandes dimensions, on peut commencer à comprendre un peu, j'ai envie de dire, le mix pédagogique qui permet de les développer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil pour l'évaluation. C'est aujourd'hui évaluer des connaissances, c'est le plus facile. Évaluer une manière de réfléchir, enfin c'est pareil, on sait faire. Il y a des méthodes assez précises, tout comme évaluer la capacité d'interaction. Il y a des modalités aujourd'hui qui sont validées pour ce genre de situation. Mais quand on a une compétence donnée et qu'on se dit c'est une soft skill, donc je vais l'évaluer comme ça, bah, tout de suite on tombe dans les caricatures et ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer un peu plus dans le détail. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on parle des soft skills et que le sujet en est encore à soft skills ou hard skills évalués comme ça ou comme ça. Et c'est pour ça que le marché aujourd'hui se retrouve un peu face à un mur où finalement on a un peu de mal à relier les soft skills avec une réelle prédiction de la performance. C'est parce qu'il nous manque des dimensions dans cette compréhension de ce que sont les soft skills. J'ai envie de vous proposer un dernier petit sondage. Mais là, vraiment, il y a aucune vérité. Là, c'est vraiment de la curiosité. Donc, je vais vous proposer une liste de quelques soft skills. On va partir des 4 C. Et je vais vous demander parmi vous, selon vous, pardon, laquelle est la plus importante. Mais c'est votre perception. Là, il y a aucune réalité, hein. Donc, le sondage est lancé. Ça dure une petite minute et après, on regarde les résultats.
Alors, je pense qu'on arrive bientôt au bout. Les résultats vont bientôt s'afficher. Voilà. Alors, quelle est la soft skill la plus importante selon vous? Donc, on a la créativité à 4% seulement, l'esprit critique à 31%, la communication à 23% et la collaboration à 38%. Donc, c'est la collaboration qui l'emporte. Donc, là, c'est-à-dire qu'on a une cinquantaine de personnes présentes. C'est un échantillon intéressant. Et donc, on a une vingtaine de personnes sur les 50 qui considèrent que la collaboration est la plus importante. Pas très loin l'esprit critique, la communication. C'est intéressant de voir que la créativité, si on regarde, en fait, on a en gros deux personnes seulement, non, une, ouais, c'est ça, une qui considère la créativité comme importante. Et le autre, une personne. Donc, il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de grande leçon à en tirer fondamentalement. Là, c'est vraiment la perception de chacun. Ça permet de voir un peu ça permet de voir notamment, par exemple, qu'il n'y a pas réellement de consensus sur ce qui est le plus important. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne chose parce que si je devais répondre à cette question, je serais bien embêté parce que je pense qu'il faut c'est pas pour rien qu'on les appelle les quatre C. On considère que les quatre sont tout aussi importantes. Euh, on a un petit peu fini sur cette partie présentation assez descendante finalement. Je vous propose qu'on utilise la dizaine de minutes qui restent pour échanger ensemble sur quelque chose de beaucoup plus libre. Là, je vois une question arriver. La meilleure façon de s'adapter. Et Véronique qui dit ouf, sinon on serait des clones. Ouais, exactement. Si on était tous du même avis sur ce qu'il faut faire, on serait exactement des clones. Ce serait bien, bien triste. La meilleure façon de s'adapter. Alors, c'est une question qui est hyper complexe. Je n'ai pas du tout la prétention d'arriver à y répondre comme ça. On peut dire s'adapter à quoi? Euh, Là, pour vous répondre à cette question et pourquoi c'est difficile, j'aimerais reprendre un concept qui est un peu critiqué en sciences, mais qui, d'un point de vue empirique, est vérifié depuis plus de 30 ans. C'est un concept qu'on appelle le concept des intelligences multiples, qui a été développé par un monsieur qui s'appelle Howard Gardner, et qui explique que, en fait, des intelligences, il y en a plusieurs. L'intelligence, en fait, définit la capacité à s'adapter. C'est ça l'intelligence, hein. Et ce que dit Howard Gardner, en fait, c'est que on a tous des manières différentes de s'adapter. Il existe une petite dizaine de manières différentes de s'adapter. Il y a des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle une intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'avoir une capacité d'abstraction, de créer des concepts, d'avoir un raisonnement extrêmement logique, structuré, faire des calculs. Et ces personnes-là, bon, dans notre société, elles sont très valorisées puisque c'est ce qu'on valorise à l'école, par exemple. Mais l'exemple que j'aime prendre quand je suis en conférence, c'est si je le mets sur un terrain de foot, une personne comme ça, on va dire un Einstein, qui est le plus intelligent entre Einstein et Ribéry? C'est un peu la grande question en frais quand on aborde un peu les soft skills. Le plus intelligent entre Einstein et Ribéry, en fait, c'est toujours la même chose. Ça dépend pour faire quoi? Ça dépend pour faire quoi. Et là, quand on dit la meilleure façon de s'adapter, c'est de s'adapter à quoi? Si par exemple c'est s'adapter sur un terrain de football, vous n'aurez pas besoin de la même intelligence que pour vous adapter dans une salle de classe. On a donc, je parlais de cette intelligence logico-mathématique, mais on a aussi l'intelligence verbale qui va être notre capacité à trouver les bons mots au bon moment, qui est vraiment liée au langage. On va avoir cette intelligence qui va être interpersonnelle, notre capacité à entrer en empathie avec les autres et être capable de se faire aimer des autres et être capable de comprendre les autres. Intrapersonnelle, qui est notre capacité à nous remettre en question, faire de l'introspection. Mais on a aussi des intelligences qui sont beaucoup moins évidentes dans notre société actuelle. Une intelligence qu'on appelle par exemple l'intelligence naturaliste, qui va être notre capacité à distinguer le vivant. Et ça, c'est des reliquats évolutifs où faire la différence, je sais pas moi, entre un chat et un puma, c'était un petit peu la différence entre la vie et la mort. Et cette intelligence naturaliste, aujourd'hui, elle n'est pas ultra valorisée dans notre société, mais dans la nature, elle nous permet de nous adapter. L'intelligence auditive, qui est notre capacité à distinguer des sons, et c'est pareil, ça d'un point de vue évolutif, c'était notre capacité à distinguer des sons dangereux de sons pas dangereux.
Aujourd'hui, c'est valorisé peut-être dans la musique ou dans certains métiers très précis où le son est important, mais ce n'est pas une des intelligences les plus valorisées. Après, on va en avoir d'autres comme ça, hein, kinesthésique, spatial. Spatial, c'est notre capacité vraiment à nous repérer, à nous positionner dans l'espace et comprendre l'espace parfaitement. Kinesthésique, notre capacité à faire ce qu'on veut de notre corps. Et si vous prenez par exemple Franck Ribéry, il a une intelligence spatiale et une intelligence kinesthésique qui sont très développées. Une intelligence logico-mathématique, peut-être moins. Mais ce qui est intéressant de voir, et c'est là en fait que ça nous ramène un peu au vrai sujet de l'intelligence, c'est que dans les deux cas, que ce soit Einstein ou Ribéry, si Einstein devait, on demande à Einstein d'expliquer comment Ribéry fait pour faire une lucarne et mettre le but, et que Ribéry, lui, le fait, en fait, dans le cerveau des deux personnes, il y a des calculs qui sont faits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que Ribéry anticipe la venue du ballon, tout ça, il y a plein de calculs, simplement, il n'en est pas conscient. C'est son effort cognitif se porte sur autre chose, et le reste, c'est traité en arrière-plan. Et c'est une manière, en fait, d'utiliser son cerveau qui est différente, et pourtant, le cerveau fait à peu près la même chose. Et c'est ça qui est intéressant avec l'intelligence, c'est on a un peu des prismes. Il faut voir ça comme des prismes, un peu comme des préférences. On a tendance à vouloir plutôt l'utiliser pour tel truc que tel truc. Et donc, c'est pour ça qu'on peut en fait, enfin, qu'on peut s'adapter à certaines choses, mais pas forcément tous aux mêmes. Et donc, quand vous dites la meilleure façon de s'adapter, la meilleure façon de répondre, c'est s'adapter à quoi? Et en fonction de ça, en fait, on voit ce qu'il faut. Globalement, de manière générale, s'adapter, ça veut dire réagir de manière appropriée à une variation de son environnement. Donc, ça, c'est aussi important de reposer les concepts, hein. On s'adapte parce qu'il y a un changement dans l'environnement qui nécessite que nous, on change. Et ça, pour y arriver, il faut qu'on capte, il faut qu'on ait l'essence. Si demain, vous êtes complètement aveugle, sourd, muet, vous n'avez pas le goût, pas le toucher, rien du tout, vous aurez du mal à capter de l'information et donc vous aurez du mal à savoir qu'il faut vous adapter. Donc, s'adapter, ça commence, la meilleure façon de s'adapter, de manière générale, ça commence par développer ses capacités de perception. Ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup dans le développement personnel avec, par exemple, tout ce qui va être méditation en pleine conscience, ce genre de techniques. Il faut comprendre que si on les prend d'un point de vue scientifique, elles ont pour but de nous aider à mieux capter notre environnement pour être capable de mieux le traiter. Parce que votre cerveau ne peut traiter que les informations qu'il capte. S'il capte des mauvaises infos, il va en faire des mauvaises choses. Et donc, si vous apprenez à bien capter votre environnement, à bien le percevoir, par exemple, on vous dit il ne faut pas entendre, il faut écouter, toutes ces choses-là, eh ben, c'est être conscient de son environnement pour que le cerveau traite l'information de manière beaucoup plus qualitative. C'est notamment pour ça, il y a des études hyper intéressantes sur le développement des facultés cognitives, où, par exemple, le fait de mettre des gamins dans la forêt pendant 2 semaines développe leurs facultés cognitives plus que n'importe quel programme éducatif. Parce que dans la nature, en fait, on est beaucoup plus en conscience, on observe beaucoup plus, on doit beaucoup plus faire attention. Et ça, en fait, ça vient développer. C'est comme si vous amenez beaucoup d'informations dans le cerveau, et du coup, le processeur, il commence à tourner. Et du coup, les neurones se développent, l'intelligence fait son travail. Donc, la meilleure façon de s'adapter, ça commence par percevoir. Si je devais le dire de manière très générale sans aller trop loin. Alors, Véronique, il disait 8 intelligences. Alors, 8 ou 9, ça va dépendre. En fait, même l'auteur est pas toujours, même Gardner n'est pas toujours au clair, puisqu'en fait, il a parlé d'une neuvième qui serait l'intelligence existentialiste, qui est notre capacité à nous extraire de nous-mêmes pour considérer l'infiniment petit, l'infiniment grand, nous poser des questions un peu sur l'existence, sur ce qui nous dépasse. Et ça, c'est tout le monde ne l'a pas pareil. Gardner est mitigé sur le sujet en tant qu'intelligence parce que c'est assez difficile de dire en quoi ça nous permet de nous adapter et de survivre. Peut-être sur le long terme en tant qu'espèce, mais c'est du coup quelque chose de très différent. Donc 8 ou 9, sachant que de toute manière, c'est des modèles qui ne sont pas validés par la science en tant que tels. Vous pouvez les prendre un peu comme vous voulez. Je prends une question de Céline. Où rangez-vous dans le référentiel l'idée de savoir-être en interaction avec les autres et de savoir les prendre en compte? Alors, ce que vous appelez déjà le savoir-être en interaction, j'imagine que c'est la capacité à avoir des comportements appropriés vis-à-vis des autres personnes, donc avoir des comportements qui ne génèrent pas de friction.
et éventuellement même qui génèrent de l'agréabilité. Donc ça, c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on va appeler souvent le savoir-être en interaction. Donc globalement, ça, il faut savoir que ça va être un composant, comme un espèce de composant de voiture qu'on va retrouver dans plusieurs voitures. Si on reprend par exemple le modèle Esther, hop, 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 cette composante-là, on va la retrouver dans plusieurs endroits. On va la retrouver dans l'écoute active, on va la retrouver dans l'expression orale, on va la retrouver dans la contribution collective, dans la perception sociale. En fait, on va la retrouver dans beaucoup d'endroits. Et contrairement à ce qu'on croit, des fonctions comme l'écoute active, la perception, on peut penser que c'est des fonctions de réception uniquement, mais pas seulement, parce que quand on est en train de faire ça, il y a un sujet de posture, comment en fait on se comporte quand on est en réception, qui peut fortement perturber le message, enfin, qui peut fortement perturber l'émission du message. Et donc la réception de notre côté. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en gros, c'est vous dire à partir du moment où ce n'est pas une compétence, qu'on va être un peu sur un trait de personnalité, une aptitude ou un autre composant comme ça, potentiellement, en fait, ça peut aller dans plein de compétences différentes. Parce que, comme on a vu avec le triangle tout à l'heure, en fait, une compétence, c'est comme un espèce de paquet qui est composé d'un peu de capacité à gérer les émotions, d'un peu de capacité à réfléchir, d'un peu de connaissance. Une compétence, c'est toujours un paquet. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre dans quelle proportion on a chacun des composants. Alors, Véronique qui dit important de dire qu'on les a toutes en nous, mais nous les développons plus ou moins tôt ou vite. Là, j'imagine que Véronique, vous parliez de ce qu'on appelait les intelligences multiples. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on devait faire un peu des réservoirs pour les intelligences multiples, on a tous les réservoirs. Et simplement, en fait, on a pour chacune une capacité à grandir dedans qui n'est pas forcément la même pour chacun, et une capacité maximale, malheureusement, qui n'est pas forcément la même pour chacun. C'est une réalité aussi, et c'est pas grave. C'est je peux m'entraîner toute ma vie autant que je veux, je ne serai jamais Cristiano Ronaldo. Et c'est pas grave. L'important, c'est de trouver là où on est fort et ça nous donne du plaisir. Donc là, je ne vais pas vous refaire ces discours, vous les connaissez par cœur. Mais de ce point de vue-là, le modèle des intelligences multiples est assez intéressant. Moi, je fais partie des personnes convaincues qu'on devrait essayer de le détecter à l'enfance pour comprendre ce qui est agréable, comment l'enfant aime se développer. Donc, il dit en écho au titre de votre intervention, comment répondre aux nombreuses critiques sur la dictature des soft skills. Alors, Delphine, vous avez tout à fait raison, et en plus, merci de revenir dessus, parce que c'était notamment dans le titre. Il y a une vraie dictature des soft skills aujourd'hui, il faut développer les soft skills, il faut ci, il faut ça. En fait, ça repose malheureusement sur pas grand-chose, puisque je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais personne ne sait les évaluer vraiment. C'est ce qu'on appelle des évaluations de soft skills aujourd'hui. Les évaluations automatisées, les tests en ligne, machin, ce ne sont pas des soft skills, ça va être des comportements, des aptitudes, et ça va renseigner sur quelques situations tout au mieux, quelques contextes. Euh, mais cette dictature de développer les soft skills, en fait, ça renvoie aux politiques publiques, ça renvoie après à l'identité. Là, par exemple, Delphine qui dit le risque de normalisation des comportements. Bah, il y a un vrai risque, il y a un vrai risque en fait qu'on veuille que tout le monde soit créatif de cette manière-là, que tout le monde collabore de cette manière-là. Mais j'ai envie de dire, s'il n'y avait jamais personne qui gueulait, s'il n'y avait jamais personne qui ne communiquait pas bien, tout ça, comment on ferait pour progresser si tout était toujours lisse? Bah moi, je pense en fait que on part tous d'un certain point, et oui, il faut qu'on cherche à devenir globalement des meilleures personnes et créer le moins de souffrance possible. Mais il ne faut pas oublier que derrière ce qu'on appelle les soft skills, il y a aussi un modèle de la personnalité qui va, par exemple, relever des Big Five, si on prend un modèle connu, où on a des personnes qui sont plus ou moins extraverties, où on a des personnes qui sont plus ou moins agréables avec les autres par nature. Il faut rappeler que la personnalité a une composante génétique et épigénétique majeure. Donc, on ne pourra pas avoir, ce sera impossible dans la société d'avoir des clones sur base de il faut ça, 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 parce que derrière toutes ces choses-là, il y a la personnalité, et la personnalité représente des tendances à se comporter de telle ou telle manière.
Et donc ça, c'est inscrit dans une partie de nos gènes, c'est déterminé par une partie de l'épigénétique, c'est-à-dire quand on est en gros dans le ventre de notre mère, nos gènes évoluent beaucoup à ce moment-là, et ça détermine une bonne partie de qui on va être. Et après, la construction de notre personnalité en tant qu'enfant, tout ça, c'est quelque chose qui fait que vous aurez toujours, même si on vous apprend à être comme ci, comme ça, vous aurez toujours tendance à vouloir vous comporter de telle manière. Et donc, la normalisation des comportements, moi, j'y crois pas trop trop. Ça, on le voit chaque fois qu'il y a des tentatives de normalisation de comportement, il y a toujours des divergents et le système ne tient pas par rapport à ce que je vais dire. J'enchaîne parce on arrive à la fin et Ferrat va me rattraper avec la patrouille. On me demande si j'ai un blog. Non, j'ai pas un blog en tant que tel. Sur mon profil LinkedIn, vous retrouverez pas mal d'interventions que j'ai faites qui détaillent les différents points dont on a parlé. Là, je vous montre aussi les bouquins que j'ai écrits sur le sujet des compétences du 21e siècle, en français, en anglais, en polonais, bientôt là en japonais. Le blog, j'y pense, mais je vous avoue que j'ai jamais eu le courage de me mettre au blog en tant que tel. Intelligence existentielle, peut-être pour traverser. Pouvez-vous nous redonner les coordonnées du présentateur? Je vous pop, sur la première salle, je vous remets mon nom et je vous invite à me contacter sur LinkedIn. Alors, soft skills et AFNOR, pourquoi une reconnaissance par l'AFNOR de la part d'amis? C'est une question intéressante. C'est aujourd'hui, en fait, que ce soit dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, le milieu privé ou le secteur des entreprises et les entreprises entre elles, il n'existe pas de normes pour les soft skills. Et donc, chacun peut dire ce qu'il veut sur une soft skill. Ce qui fait qu'en fait, quand deux organismes de formation parlent d'une soft skill, c'est pas forcément la même. Quand deux recruteurs parlent d'une soft skill, c'est pas forcément la même. Quand un étudiant vient se présenter à un recruteur, bah, vu qu'il n'y a pas de définition claire, on ne parle pas toujours des mêmes choses. Et donc, il n'y a pas de langage commun. Donc, pourquoi l'AFNOR? Parce que l'AFNOR est là pour créer des langages communs. Et l'AFNOR, depuis quelques années, s'intéresse beaucoup à la normalisation sur notamment les sujets sur le sujet des compétences. Et donc, voilà pourquoi l'AFNOR, c'est l'Agence française de normalisation, c'est leur métier. Et ça remontera avec une norme ISO qui, elle, est mondiale, là où la FNOR est française. Donc, Véronique, on parle beaucoup de soft skills pour le monde du travail, mais elle se prépare dès l'enfance, c'est vrai. C'est totalement vrai. Quelle est la source de ce tableau? Je ne sais pas de quel tableau on parle. Si vous parlez du tableau Esther, ce sont mes propres recherches et c'est pour ça que vous verrez, un petit C quelque part. Hop. Parce que c'est un travail propriétaire de Job Teaser aujourd'hui, qu'on passera en open source dans quelques temps. Mais aujourd'hui, c'est un travail propriétaire de recherche. Les Big Five, alors oui, les Big Five, on en a parlé, savoir-être. Gènes et comportement, quelle référence scientifique? Oh, bah là, vous allez sur Google Scholar, vous tapez Gene Behavior et je pense que vous aurez tout ce que vous voulez. Et donc, une certification par AFNOR, oui, tout à fait. Non, enfin, pas une certification, non, une norme. La norme ne sera pas certifiante, ce sera un peu comme un guide de conduite. C'est-à-dire que seuls ceux qui voudront l'apprendre l'apprendront, il n'y a rien d'obligatoire. L'objectif, c'est de créer un peu un dictionnaire commun pour que les gens puissent avoir un point de référence. Et l'AFNOR étant un acteur très crédible, ça fait beaucoup de sens. Écoutez, on est à 18h50. Je vous propose qu'on s'arrête là. On a probablement tous beaucoup mieux à faire maintenant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir pu répondre à vos questions. C'était un peu rapide, mais si vous le souhaitez, je vous invite à me contacter sur LinkedIn. Je vous remets mon nom sur la couverture de présentation. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir participé à ces 24 heures RH de Parlons RH autour des soft skills. Et j'espère vous revoir très très bientôt. Bonne soirée.